Ok, parfait. Du coup, Rémi Agier, donc pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui m'ont pas déjà croisé, j'ai un doctorat en imagerie médicale et intelligence artificielle, et après j'ai monté une boîte qui s'appelle Visual Behavior et qui a pour but de mener de l'intelligence dans la robotique et de faire en sorte que les robots soient un peu moins stupides et capables de comprendre ce qu'il y a un peu autour d'eux. Voilà. On va parler de qu'est-ce que c'est que les robots. C'est un peu le thème de cette conférence. Juste pour avoir quelques idées déjà, il y a qui est-ce qui est venu aux autres conférences? Tac, 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 tac. Ok, on est pas mal. Ok. Et qui est venu à la première sur les fondamentaux tech? Ah, c'est pas mal, je vais pas être obligé de les refaire. Ok. Du coup, je vous demande ça, mais on va pas partir dans la technique violente, hein. Le but, c'est de vulgariser et aussi d'être un peu prospectif sur ce qui va se passer dans la robotique, sachant que déjà en prémisse, en introduction, ce que je vous conseille avant tout, c'est de s'il y a quelqu'un qui croit savoir ce qui va se passer dans la robotique, faut pas le croire. Voilà. Parce que je pense que personne peut savoir dans l'état où on est. Donc faut pas me croire non plus moi. Et ce que je vais faire, c'est surtout essayer de vous partager un peu tout ce qui est tous les signaux faibles, toutes les tendances qui sont en train d'émerger et qui permettent de préfigurer un peu quel va être le futur de la robotique au sens large, quoi. Du coup, on va commencer par une question simple. C'est quoi la robotique? Il y a un regard d'argent, quoi. En fait, en écrivant cette conf, en fait, j'ai un défi difficile, c'est que la plupart du temps, quand on fait une conférence, la plupart du temps, quand on fait une conférence, en fait, le but, c'est de vous apporter de la connaissance et d'éclaircir un domaine qui est obscur pour les gens. Le problème de la robotique, c'est que on a dit tellement de choses sur la robotique depuis des décennies que, en fait, j'ai plus à déconstruire des a priori et des choses que vous avez en tête qu'à vous juste vous donner encore plus d'informations où vous allez juste déborder. Donc, je vais d'abord définir par commencer à parler de la robotique en parlant des lieux communs qu'ont tout le monde un peu et à définir ce que c'est pas. Donc déjà, la robotique, c'est pas ça. Voilà. Donc en fait, je le sors parce que tout le monde finit par le sortir après. Voilà. Donc la robotique, c'est pas Terminator et ça. Alors, encore une fois, ne me croyez pas, mais je pense que ça va pas l'être. Pas pour des raisons techniques, sociétales, n'importe quoi. C'est juste que, en fait, ça coûterait beaucoup trop cher à faire et ça coûte moins cher d'envoyer un humain faire la guerre. Malheureusement, le monde est comme ça. Voilà. Je crois que la vie d'un humain est estimée à peu près à 3 millions d'euros. Voilà. La perte d'une vie d'un humain hein, par l'État français. Et je crois qu'aux États-Unis, c'est plus dans les 4-5. Donc avant qu'on voit des merveilles de robotique essayer de faire la guerre, en fait, ça va pas nous empêcher de faire la guerre, mais surtout ça sera sans. Donc voilà. Donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ce que ça signale, c'est que en fait, nos imaginaires de la robotique sont grandement remplis par Hollywood, parce qu'en fait, Hollywood s'est complètement approprié le sujet. Parce que ça fait 50 ans qu'on parle de robotique. La notion de robotique, ça a été créé à peu près en même temps que la cybernétique dans les années 50. On nous a promis plein de choses et en fait il n'y a jamais rien qui est arrivé à chaque fois. Donc en fait ce vide et cette attente dans les gens ont été remplis par de l'imaginaire et par des livres, des films, tout ce que vous voulez. Euh, et on a un problème, c'est que généralement un film où ça se passe bien, ça se vend pas super bien. Donc votre imaginaire a de très grandes chances d'être rempli de robots qui viennent de films où les robots sont méchants. Voilà. Non pas parce que c'est une bonne estimation du futur où les robots vont être méchants, mais juste parce que les films où ça se passe mal se vendent mieux. C'est bête, mais voilà, aujourd'hui, tout le monde quasiment tout le monde a un regard biaisé sur la robotique à cause de la vente de films d'Hollywood. Voilà. Mais il n'y a pas que ça à Hollywood, donc la robotique, c'est pas non plus ça. C'est un petit peu plus mignon. J'ai cherché hein, à gratter, à trouver un film où la robotique, c'est pas quelque chose de négatif. Euh, mais donc, voilà ce que c'est pas. Donc, je vais essayer de déconstruire un peu. On continue. Alors, je sais pas si tout le monde a vu les images de Boston Dynamics. Je cherche ma souris parce que c'est compliqué. Non. Quoi? Non, il veut pas. Voilà. Donc ça, c'est dans le monde réel. Hein. Je vous le laisse pour les gens qui ne l'ont pas vu. Donc Boston Dynamics, c'est une boîte américaine, alors qui n'a pas été créée il y a 2 ans. C'est pas une startup, ça a été créé en 91 par la DARPA à la base, qui est l'agence de recherche en armement des États-Unis. Et ils ont essayé de faire des robots.
humanoïdes qui savent marcher. Et le fait est que, ben, effectivement, comme ce que je disais sur Terminator, l'armée s'en désintéresse complètement. Et donc, maintenant, ils essayent de faire des robots qui soient utiles pour les gens. Et donc, dans le BTP, dans les usines, etc. Voilà. Donc, c'est une belle vision de la robotique où il y a un robot qui marche et qui sait faire plein de choses. Bon, le fait est que le seul truc utile qu'il ait fait, c'est juste donner une boîte à outils à quelqu'un, là. Concrètement, c'est, voilà. En faisant un salto, quand même. Mais, voilà. Donc, ça dénote quand même quelque chose. C'est qu'en fait, hop là. En fait, la robotique, il y a même dans les entreprises qui font de la robotique, ils sont obligés de carrément survendre ce qu'ils font pour arriver à atteindre l'imaginaire qu'ont les gens, parce que ce que je disais juste avant, l'imaginaire en fait des gens est plein de choses. Et en fait, la robotique, elle est un peu décevante parce que la robotique pratique, comme on va la voir, elle est beaucoup plus pragmatique et elle a beaucoup plus pour but de résoudre un problème concret sans faire de salto arrière et sans faire de style. Voilà. Donc, bon, on sait toujours pas ce que c'est que la robotique. On va continuer à chercher. Si je cherche robot sur Google, bon, on tombe plus ou moins sur des robots mignons, des robots un peu moins mignons. Mais en tout cas, ça reste des humanoïdes à dire on va essayer de simuler l'être humain avec ses deux jambes et ses deux bras et on va faire des robots humanoïdes qui se déplacent. Voilà. Donc, même Google a pas l'air de donner une réponse très viable de ce que c'est un robot. Maintenant, je vais vous donner un bout de réponse de ce que c'est un robot depuis 50 ans à peu près et les endroits où il y a le plus de robots. Et en fait, un robot, basiquement, c'est ça. C'est le robot industriel. Ce qu'il y a le plus dans le monde quand on parle de robot aujourd'hui, c'est le robot industriel qui fait juste une tâche type je pose la portière de la voiture ou je soude un point. Voilà. Et en fait, si je parle de voiture, c'est pas innocent, c'est que le domaine de l'automotive, donc de la fabrication de voitures, c'est celui qui s'est le plus emparé de la robotique et donc qui a le plus automatisé ses opérations grâce à des robots. Voilà. Le premier robot, si on essaye de faire un laps de temps entre le premier et aujourd'hui, c'était Unimate. Et c'était en 61, et c'était un robot c'était un peu le premier robot qui avait pour but, donc c'est un bras articulé, voilà, qui a pour but de porter juste du matériel et de le déplacer d'un point à un point B. Quoi. Donc en fait, tous les robots un peu industriels qu'on voit aujourd'hui, de chaînes automatisées de montage, voilà, même chez Tesla, l'usine la plus avancée qu'on peut imaginer, bah, ça reste des robots qui font ça de manière répétitive. Voilà. Donc en gros, s'il s'est passé à peu près 60 ans entre le premier robot et actuellement, et actuellement, la hype des robots industriels, donc des robots où les gens sont prêts à payer et à mettre de l'argent pour arriver à développer, c'est plutôt ça. Je vais juste avancer un peu. Donc c'est des robots qui sont capables d'aller chercher dans des étagères et d'aller ramener des caisses à des opérateurs. Okay. Et la grande nouveauté, donc ça c'est Exotech, une pépite française, Cocorico. La grande nouveauté, c'est que le robot est capable de, en plus de rouler à plat, il est capable de monter dans les étagères pour aller chercher quelque chose. Voilà. Donc encore une fois, si vous avez tous l'imaginaire de Hollywood plein la tête, voilà, la pépite, donc c'est une licorne française dans le sens où elle vaut plus d'1 milliard en valorisation. La grande réussite française en robotique, c'est un robot qui déplace des petites caisses, quoi. Voilà. Mais en gros, enfin, bon, voilà, c'est versez pas de larmes. Mais en vrai, la robotique actuelle et et le but de la robotique, c'est à peu près ça. C'est ça le vrai enjeu, on va dire, économique et le vrai enjeu euh, d'usage de la robotique, c'est cela. Voilà. Bon, forcément, le but, c'était pas juste de vous dire la robotique, c'est dans l'industrie et ça sortira pas, et voilà, c'est un peu triste. On a quand même quelques applications robotiques qui font beaucoup plus rêver, on va dire, mais qui sont on va dire, enfin, en gros, qui n'ont pas un gros impact économique. Mon but ici, là, c'est vraiment d'essayer de se rendre compte de qu'est-ce qui va changer dans le futur de la robotique. Donc, on ne parle pas de l'application un peu anecdotique, mais on parle vraiment de ce qui va changer notre monde. Et donc, par exemple, euh, un petit rover qui se balade sur une autre planète que la nôtre. Donc, c'est Perseverance, qui est un robot qui se balade sur Mars et qui est capable de faire quelque chose en complète autonomie. Il faut savoir que pour papoter entre la Terre et Mars, il y a plusieurs minutes de latence. Donc ça veut dire que quand vous envoyez un message depuis la Terre, ça met plusieurs minutes à arriver. Donc le robot doit forcément se débrouiller tout seul, personne ne peut le télépiloter. Et donc
toute l'ingénierie et la connaissance de la NASA pour faire un robot, ça ressemble à ça. Donc c'est un robot qui est capable de plus ou moins se déplacer, plus ou moins ne pas se coincer sur un caillou, et plus ou moins voir là où il peut rouler pour aller avancer et explorer, et avec sa caméra ou avec des outils aller faire l'échantillonnage ou autre. Voilà. Donc ça c'est le robot, on va dire, avec le moins de contraintes de budget, et où ils ont essayé de faire le plus autonome. Alors avec un gros défi, c'est que c'est sur Mars et pas sur Terre, donc l'atmosphère est pas la même, le sol est pas le même, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, si on compare entre l'autonomie des robots qu'on imagine euh, dans les films et concrètement, si on y met le budget, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'était plus le côté quand c'est des boîtes qui le font pour des boîtes ou pour des applications professionnelles. Mais l'autre grand champ de la robotique que tout le monde connaît, voilà, ça fait 50 ans qu'on dit que la robotique va arriver chez les gens. Bah, elle est arrivée chez les gens, c'est ça. Voilà. Encore une fois, applaudissez pas tous en même temps. C'est un robot qui sait plus ou moins se balader dans une pièce et plus ou moins aspirer. Voilà. Et plus ou moins retourner à sa base à la fin. Alors, je sais pas qui a un robot comme ça chez lui. Ok, bon, il n'a pas pénétré le marché complètement, quoi. Ok, et il revient à sa base bien quand il a envie, quand. Ok. Donc c'est ça, en gros, les usages de la robotique qu'on a aujourd'hui, et la différence entre la promesse qu'on a depuis 60 ans et la réalité. Okay. Si vous avez suivi les autres conférences, ça ressemble, et en fait, le chemin de la robotique suit étrangement le chemin de l'IA. Ça a à peu près été créé en même temps, parce que la robotique, c'est juste l'émanation physique, on va dire, de l'intelligence artificielle. C'est une intelligence pratique, c'est une machine qui fait quelque chose. Mais vous verrez beaucoup de rapports entre ce qui se passe en intelligence artificielle et ce qui se passe en robotique. Voilà. Et donc, le but de cette conférence va pas être de vous dire que on va vous livrer automatiquement, soit en roulant, soit avec des drones. En plus de passer l'aspirateur chez vous, on va pouvoir tondre la pelouse chez vous. Waouh, super. Euh, donc c'est pas tant ça, ces étapes, que j'ai envie de vous parler, parce que, alors on pourrait dire que ça va impacter le monde, mais je sais pas vous, mais moi ça me fait pas complètement rêver sur l'impact de la robotique dont on parle depuis 60 ans, quoi. Voilà. Donc le but de cette conf, qui va commencer maintenant à peu près, maintenant on a assez déconstruit, ça va être d'essayer de comprendre l'impact qui se passe avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, donc ChatGPT, ça doit peut-être vous parler, Midjourney, ces choses comme ça. Voilà, donc cet outil qui a ses balbutiements et qu'on comprend à peine, et essayer de le mixer avec la robotique et de voir ce que ça peut faire. Okay. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre un grand air, un grand bol d'air, et on va partir après, parce que ça va être... Mon but, en fait, d'abord, ça va être de vous expliquer pourquoi la robotique, c'est intimement lié avec l'IA génératif. Et après, on va essayer de discuter ensemble sur quel est l'impact que ça peut avoir. Alors déjà, est-ce que quelqu'un sait la différence entre une machine et un robot? À quel moment on appelle ça une machine? À quel moment on appelle ça un robot? Pas tous en même temps. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, pas mal. En fait, alors je vais pas demander à ChatGPT, je vais demander au petit Robert, petit instant old school. Donc du coup, je pense que donc il y a bien un aspect de la robotique où c'est une machine à l'aspect humain, c'est ce qu'on a vu au début, et un peu ça c'est l'imaginaire des gens. Le deuxième point, c'est mécanisme automatique complexe pouvant se substituer à l'homme pour effectuer certaines tâches. Voilà. Donc c'est une machine qui est suffisamment automatique et intelligente, donc un peu à cette notion d'autonomie, donc forcément liée avec une capacité de système embarqué, pour arriver à substituer à une tâche humaine. Okay. Euh, En fait, la vérité, c'est que la définition de robot, c'est le même problème que la définition d'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, quand ça fait 20 ans qu'on la connaît, on finit par appeler ça un algorithme ou un logiciel, ça devient commun, ça fait plus rêver personne, c'est plus une IA parce que c'est plus hype. Un robot, c'est pareil, ça finit par s'appeler une machine parce que c'est une machine et voilà. Euh, du coup, je vais essayer de vous amener à une définition de la robotique qui est à moi et qui va englober un peu plus de choses. Donc ça, c'est une machine.
C'est la machine la plus vendue de tous les temps, je pense, à peu près. Et c'est celle qui a le plus impacté le monde. Donc ça, c'est littéralement la voiture la plus vendue en France, je crois. Voilà, Clio 4, pas de pub. Voilà. Et si on prend le même constructeur, ça, c'est la future de la voiture pour le même constructeur. Donc c'est un robot taxi. Et donc pourquoi le premier, donc un Clio, on appellerait ça une voiture, on appellerait ça une machine. Et pourquoi ça, on se met à l'appeler un robot? En fait, c'est la même question, c'est parce que ça s'appelle une voiture autonome. Donc c'est bien l'aspect autonome qui fait que un robot se définit comme un robot et pas une machine. En tout cas, aujourd'hui, c'est un peu la définition qu'on lui donne. Ok. Donc, on va commencer simple. Je vais essayer de perdre personne. Donc, en gros, le défi de la robotique, souvent on l'associe à du matériel, mais en vrai, c'est un problème d'autonomie. C'est la capacité à agir tout seul et à faire les actions qu'on veut. Ok. Et donc, pour un petit résumé de l'autonomie d'aujourd'hui, on sait faire des robots autonomes sous deux contraintes. Le premier, c'est qu'on le fait en environnement contrôlé, donc soit en usine où on maîtrise tout, soit dans des endroits très particuliers. Et deux, on fait des actions normalisées. Voilà. Donc si vous avez ces deux cadres, si vous regardez n'importe quel robot d'aujourd'hui, il agit dans ces deux cadres. Donc l'aspirateur robot va juste passer l'aspirateur, donc l'action est pas folle. Et l'environnement, ça reste un intérieur d'appartement, contrôlé, tout plat, où il va pas, voilà, c'est pas un robot humanoïde qui fait plein d'actions. Voilà. Donc en fait, si vous voulez un peu lire le spectre de qu'est-ce qui fait la robotique aujourd'hui et qu'est-ce qui fait la robotique autonome, c'est ces deux aspects. Voilà. Mais forcément, il se passe quelque chose aujourd'hui, c'est que en fait, on est en train de sortir de ces deux aspects, et c'est là où l'IA génératif est en train d'entrer en jeu, et c'est en train de la faire sortir de manière assez violente, je pense, dans les années à venir. Encore une fois, me croyez pas. On continue. Ok. L'autonomie, c'est une question, du coup, si on reprend la définition de petit Robert, c'est la capacité à faire une action pour se substituer à l'être humain. Si on essaie de définir un peu l'autonomie maintenant, il y a deux choses pour être autonome. Il faut, un, percevoir le monde, et deux, pouvoir agir dessus. Donc il y a une première phase qui est l'observation, et une deuxième phase qui est l'action. Ok. Selon vous, quelle est la plus challengeante entre l'observation et l'action? Tout le monde n'est pas sûr. Ok. Pour vous, qu'est-ce qui distingue ces deux véhicules? Ils se déplacent d'une manière complètement différente. L'action, le fait d'accélérer, freiner, de tourner est complètement différente? Ou c'est l'observation qui est... Propos pas du tout biaisé pour vous induire. Hein. Ok. Parce que pour la voiture, effectivement, ça va être l'observation de l'environnement. Ouais. Ouais. Je pense qu'on réagit de la même façon au même moment. Par contre, sur un robot humanoïde, ouais. C'est l'action d'effectuer le robot et on va pouvoir observer son environnement pour pouvoir faire son action. Pour moi, une simple caméra, derrière, permet de dire au robot ce qu'il va devoir faire. C'est plus la fonction d'effectuer la tâche. Ok. C'est ce que croyaient les gens avant la voiture autonome, à peu près. On y reviendra après, mais en vrai, la voiture autonome, il suffit juste de brancher une caméra. Je crois que c'est plus loin dans les slides, mais ils ont dépensé à peu près plus de 5 milliards de dollars pour essayer de le faire sans jamais réussir. Alors que l'action, c'était littéralement freiner, accélérer, tourner le volant. Voilà. Donc finalement, l'observation, qui est la partie la plus nouvelle, parce qu'en fait, des robots en usine 6 axes qui sont capables de se déplacer au millimètre près et à faire des actions ultra précises, ultra rapidement, bien plus rapidement qu'un humain, ça fait à peu près 50-60 ans qu'on est capable de le faire. Alors, c'est pas de la motricité fine, mais en fait, pour la plupart des tâches, l'action est quasiment résolue si on a la bonne observation. Voilà. Si par exemple, on sait prendre une tasse dans la bonne direction, on est capable de faire un bras qui va faire ça. Par contre, dire cet objet, je dois le prendre avec telle force, dans telle direction, pour le porter de telle manière, ça, c'est de l'observation et c'est un vrai défi. De l'information, ouais. De l'observation, parce qu'il y a un événement redouté qui va survenir, dans le cas d'une voiture autonome. Ouais. Et en fait, c'est comment on traite cette information. Comment on la capte et comment on la traite. On l'a captée, effectivement, mais une fois qu'on l'a captée, c'est comment on l'interprète et ouais. Comment on décide, qu'est-ce qu'on décide de faire avec cette information. Ouais, spoilez pas la suite. Ok, donc la robotique, c'est une question avant tout d'observation, voilà, et d'action. Mais en gros, on va dire qu'aujourd'hui, le gros défi qu'il y a, c'est de l'observation. Donc on est au stade où ce qu'on a dit, c'était que la robotique, c'est un défi d'autonomie, et l'autonomie, c'est un défi d'observation.
Ok. Et du coup, c'est là où l'observation, c'est deux choses. C'est le capteur pour arriver à capter l'information et après l'intelligence pour traiter cette information. Historiquement, en fait, la robotique, c'est très matériel, c'est très hardware. C'est des gens qui aiment bien avoir un peu d'huile sur les mains et avoir des clés à molette. Donc, c'est des gens qui font des robots physiques. Et donc, quand ils se sont dit, il faut avoir une meilleure observation et mieux capter le monde, ils se sont dit, on va rajouter des capteurs. Donc, c'est toute la mouvance des lidars 3D, des choses comme ça que vous voyez passer, des radars pour les voitures. Tout vient de là, en fait, en se disant, si jamais j'observais le monde de manière parfaite, donc du coup, pour tout le monde, un lidar, vous voyez ce que c'est un lidar 3D ou pas? C'est un système laser avec 64 ou 128 lasers qui tournent à 30 tours secondes à peu près, ou entre 10 et 30 tours secondes, et qui vont capter toute la scène avec toute la distance de tous les points qu'ils captent. Donc ça vous fait vraiment une carte, un nuage de points en 3D de tout ce qu'il y a autour de vous, avec la notion de profondeur et de distance. Donc en gros, et c'est quasiment suffisamment fin pour voir à peu près la forme d'une voiture, voir la forme d'un humain. Et c'est comme ça que la plupart des boîtes qui font de la voiture autonome euh, ont trouvé un raccourci pour essayer de faire de l'autonomie. Voilà. Parce qu'en fait, une fois que vous avez capté le monde avec ce nuage de points 3D ultra précis, euh, la théorie, c'est que effectivement, il reste à faire que le traitement de l'information qu'il y a derrière pour arriver à savoir ce qu'il faut. Voilà. Donc, historiquement, l'observation, c'était le domaine du capteur. Et en fait, dans les capteurs, donc il y a tout en haut à gauche, c'est un lidar 3D. Il y en a d'autres, il y a le radar. C'est typiquement le radar de recul que vous avez dans votre voiture, etc. Mais en fait, tous ces capteurs-là, le vrai défi, donc ça, c'est le petit capteur qui est sur votre aspirateur robot, par exemple. En fait, quasiment tous, ils ont le défi de capturer la distance, parce que le but, en fait, pour comprendre une scène, qui est quand vous êtes une machine, un humain, n'importe un agent, on va dire, au sens large, c'est d'arriver à comprendre la distance pour voir où sont les objets. C'est bien beau de reconnaître un objet, je reconnais une chaise, si je veux aller m'asseoir dessus, il faut savoir qu'elle est à 3 mètres parce que j'ai 3 mètres à faire. Si je veux saisir un objet, c'est pareil, il faut savoir où est-ce qu'il est en 3D pour arriver à le saisir et positionner mon bras. Donc, en fait, une des informations fondamentales pour arriver à capter une scène et à comprendre une scène, c'est la notion de profondeur. Du coup, on va essayer de prendre un tout petit peu de recul et réfléchir maintenant à savoir comment un humain fait pour capter la profondeur. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment il fait? Ouais, ouais, ouais. D'autres idées? Tout le monde est d'accord? Ouais. En fait, il y a donc c'est la version la plus commune, c'est effectivement de dire ça. On travaille avec nos deux yeux et forcément, ce que je vois dans mon œil gauche, c'est pas la même chose que je vois dans mon œil droit. Donc en fait, on peut capter la profondeur de cette manière-là. Par contre, si je me cache un œil, je suis tout à fait capable d'encore avoir la notion de distance. Si je veux saisir un verre, je suis capable de le faire. Alors pourtant, j'ai plus la notion de profondeur. Ok. Pe- petite anecdote, parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a ça. Bienvenue, c'est moi. En fait, je suis né avec un défaut de naissance qui fait que je peux voir que d'un œil à la fois. Et donc, littéralement, j'ai pas la notion de profondeur avec mes deux yeux parce que je suis incapable de. Enfin, en gros, mon cerveau est pas capable de faire le rapprochement entre les deux yeux. Je suis insupportable. Voilà, je fais tomber tout. En fait, on va y arriver, mais l'humain a beaucoup de manières de faire de la profondeur. Voilà. Les deux yeux, c'est une solution. C'est la première solution et la plus utilisée pour tout ce qui est à moins d'un mètre à peu près. C'est ce qu'on appelle le lien œil-main parce que c'est assez précis et assez fiable pour tout ce qui est à longueur de bras à peu près. Mais en fait, l'humain, il a plein de façons de faire de la profondeur autres que ça, et entre autres des façons qui viennent qui sont pas liées à nos deux yeux, mais qui sont liées plus à notre cerveau. Si je vous montre ça, vous avez tous une idée de la profondeur, pas en mètres, mais vous savez que ce qui est derrière est plus loin que ça qui est plus proche, que ça qui est devant. Vous avez 3 plans et vous êtes capable de dire qu'est-ce qui appartient à quel plan. On est d'accord? Ok. S'il y a quelqu'un qui est pas capable de le faire dans cette salle, je veux bien discuter avec lui, ce serait très intéressant. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner maintenant
la façon dont essayer de réfléchir à la façon dont votre cerveau a réussi à faire de la profondeur avec une information. On est d'accord que c'est juste c'est sur un écran, c'est tout plat, hein, donc il n'y a pas de profondeur en vrai. Ouais. Ouais, on va faire dans l'ordre. Alors, ça, c'est ouais, la vitesse de déplacement. Ce qui est plus proche se déplace plus vite dans notre champ de vision. Ouais, ça veut dire. Ouais, ça, c'est par occlusion. Donc, ça permet d'ordonner à peu près la distance. Globalement, c'est vrai que ce contexte, on a appris très jeune que tout un tas de petites choses dans la vie de tous les jours qui fait qu'on arrive à voir que quelque chose est plus loin ou plus proche. Ouais, mais c'est. Des voies un peu petites qu'on apprend le bon sens. Ouais, on va revenir au bon sens après. Ouais, tu peux préciser? Par exemple, là, ici, le fait que ça soit plus loin, c'est plus clair. Ouais. C'est plus près que Ouais. avec un éclairage par derrière. Ouais, en fait, c'est bleu et c'est pas innocent, c'est que enfin, si vous regardez en nature, les montagnes, elles sont de plus en plus bleutées au fur et à mesure que vous allez loin, parce qu'il y a la masse d'air qui est pas tout à fait incolore entre les deux. Donc ouais, clairement, c'est enfin, la notion de, de couleur et d'intensité de la couleur rentre dedans. Ouais. J'ai posé des gros problèmes aux astronautes sur la Lune. Ouais. Il n'y avait pas du tout cette perception de la distance. Après, il y a des trucs, ils disaient, ah, bah, c'est juste à côté, et puis ils essaient 500 mètres, ils disaient, c'est juste à côté, puis on n'y est toujours pas, quoi. Ok. D'autres idées ou pas? De ce que vous voyez là, ok, on a redonné les plans à peu près, on est capable de dire. Pour vous, c'est quelque chose qui est très proche ou qui est très loin? C'est quoi votre ordre de grandeur? C'est un truc, si vous tendez le bras, vous saisissez le premier plan, vous tendez le deuxième, vous saisissez le deuxième, ou c'est quelque chose de grand plutôt? On voit des formes qui ressemblent un peu à des bâtiments. Ouais. On a tendance à inférer que c'est des grandes choses parce que ça ressemble à des bâtiments et qu'on a l'habitude de voir ce genre de choses comme des usines, des bâtiments qui sont des grandes choses. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc je crois qu'on a à peu près fait le tour de à peu près tous les mécanismes que vous avez pour arriver à faire de la profondeur. Et encore une fois, c'est pas un écran 3D, donc c'est pas avec vos deux yeux que vous l'avez fait. Et donc en fait, c'est ce que les neurosciences ont prouvé, c'est que il y a à peu près une- personne n'est très d'accord, mais on va dire entre 15 et 20 façons de faire de la profondeur. Cet exemple-là nous en a montré à peu près 4 ou 5, mais il y en a encore plein derrière. Et dans ces 15 ou 20 façons de faire de la profondeur, il y a deux façons qui sont un processus physique. Donc il y a effectivement le fait que vous avez deux yeux et vous faites de la stéréovision, ce qu'on appelle de la parallaxe. Et le deuxième, pour la petite information, c'est que quand vous regardez quelque chose de près, bah, vous louchez et votre cerveau a conscience de la position des deux yeux et donc arrive, ce qu'on appelle l'avergence, arrive à faire de l'estimation de profondeur comme ça. Mais au-delà de ces deux façons, en fait, quasiment toutes les solutions d'estimation de profondeur le font uniquement avec l'intelligence et avec une image brute. Ouais. C'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que vous êtes capable de regarder un film pas en 3D et de pourtant comprendre ce qui se passe dans les plans et être immergé dedans. C'est parce qu'en fait, c'est littéralement votre cortex visuel qui a derrière vos yeux qui le fait. C'est pas un processus physique. C'est pour ça qu'on peut si facilement induire une notion de profondeur dans votre cerveau alors qu'il n'y a aucun capteur physique qui le fait. Quoi. Donc tout ça pour en arriver à un point que même si historiquement, mais parce qu'on vient de l'électronique, on vient de la mécanique, à la base, l'informatique c'est quand même assez récent. L'observation, c'est un problème d'intelligence, c'est pas tant un problème de capteur. Ou du moins, on a tellement poussé la partie capteur depuis suffisamment longtemps que ce qui reste à explorer, et le cœur de ce qui reste à explorer, c'est les mécanismes d'intelligence, donc c'est ceux qu'on a cités, mais en règle générale, euh, c'est une question de traitement de l'information. Donc même ce qu'on disait tout à l'heure en disant est-ce que c'est une question capter une scène, c'est une question de est-ce que c'est un capteur ou est-ce que c'est de l'intelligence, on se rend compte que même pour capter quelque chose d'aussi physique que la profondeur, en fait c'est déjà une notion d'intelligence et c'est pas nécessairement une notion de capteur. Donc on a fait l'exemple avec la profondeur, on préfère l'exemple avec plein de choses différentes, c'est plus pour vous donner une intuition. Ok, on reprend. Maintenant, on sait que la robotique, c'est une question d'autonomie, c'est une question d'observation et c'est une question d'intelligence. Ok. On va reprendre un peu question signaux faibles. C'est quelque chose qui est même en train d'arriver dans le véhicule. Donc même les fabricants de voitures qui historiquement sont des gens qui sont très ont pris de la tôle, quoi.
et on vend de la tonne de métal à la base, sont en train de dire qu'une voiture, c'est défini par le software. Voilà, c'est ce que Tesla a commencé à pousser en disant, en fait, je peux mettre à jour ma voiture parce que ce pourquoi la personne paye, c'est l'usage de la voiture et pas le matériel lui-même. Mais c'est quelque chose qui est en train de littéralement arriver dans le véhicule et qui arrive aussi, je vais juste sortir 2-3 news, qui arrive aussi dans l'industrie. En fait, dans l'industrie, il commence à y avoir tellement de robots que c'est plus la capacité du robot à faire une action, mais c'est la gestion des robots, la gestion de flotte, etc., qui commence à faire son chemin. Donc même dans ces domaines-là qui étaient ultra hardware et ultra matériel avant, on est en train de partir sur une question d'intelligence. Du coup, maintenant qu'on a dit que le problème de la robotique, c'est un problème d'intelligence, on va arriver à l'intelligence artificielle. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être aussi long après. J'ai juste une autre question à vous poser. C'est si on compare un peu, on a parlé donc, j'avais cherché la stat, donc c'est plus de 16 milliards qu'ils ont dépensé pour apprendre à conduire à une voiture. Ok, voilà. Donc dans les boîtes qu'il y a là, il y en a d'autres évidemment. Dans celles qu'il y a là, c'était tellement dur qu'il y en a qui ont abandonné, au moins 2. Je vous laisse chercher. Et ils ont toujours pas réussi. Enfin, il y a toujours pas des voitures autonomes dans toutes les rues. Il peut y avoir d'autres raisons, mais c'est aussi un problème technique. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Et encore une fois, c'est au moins un cas où l'action était simple. Ça fait très longtemps qu'on sait faire accélérer, freiner une voiture et tourner une voiture tout seul. Voilà. Donc si on met en regard à peu près les 16 milliards qui ont été dépensés versus, du coup, la stat officielle en France, c'est que pour apprendre à conduire à un humain, il faut 29 heures. Voilà. Donc littéralement, un humain est capable d'apprendre à 29 heures, en 29 heures, la compétence que j'ai pas la stat par contre, mais probablement des dizaines de milliers d'ingénieurs ont mis pendant des années pour apprendre à un système automatique. Et du coup, la question c'est comment fait l'humain pour apprendre en 29 heures? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ouais. Déjà, il a minimum 16 ans, je crois. Ouais. Avec la compagnie. Bah, du coup, ça fait 30 heures. C'est ça qui fait qu'un minimum, il a bon sens et il peut faire la chose de se représenter son environnement et c'est pour ça que rapidement, il peut apprendre. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez appris à conduire à partir du moment où vous avez commencé à manipuler des objets. Voilà. Entre guillemets, même si c'était pas la tâche spécifique que vous avez, ce que vous avez développé, c'est effectivement, on va y arriver, un sens commun, un common sense, qui vous permet de comprendre le monde en 3D, de comprendre la notion d'objet. Vous êtes probablement même déjà monté dans une voiture, même si vous l'avez jamais conduite. Mais même si vous étiez jamais monté dans une voiture, il vous aurait fallu un petit peu plus de temps, mais pas beaucoup plus. Et, vous avez réussi à vous spécialiser finalement à la conduite, enfin pour ceux qui ont le permis, les autres vous pouvez y arriver, en moyenne en 29 heures. Voilà. Il y avait une question, une remarque? Non? L'être humain est une incroyable machine. On va pas faire de la philosophie aujourd'hui, mais mais en tout cas, ouais, peu importe si on réfléchit l'humain comme quelque chose d'extraordinaire ou que voilà, dans tous les cas, effectivement, ce qu'il a développé, c'est un sens commun où il s'est confronté au monde, il a appris à interagir avec le monde pendant 16 ans, 18 ans, ça dépend des pays. Et à la fin, il s'est spécialisé et en 29 heures, il arrive à se spécialiser pour apprendre à conduire. Si on n'est pas moins impressionnant quand même. Hein. Mais voilà. Et du coup, c'est là où on arrive à faire un lien normalement. La notion de sens commun, gros sens commun plus petite spécialisation à la fin. Si vous avez fait les conférences d'avant, ça vous dit quelque chose ou on va spoiler tout le monde. En fait, l'IA générative, c'est littéralement ça. Ah, on a quelqu'un dans le chat Ouais. qui dit LLM plus fine tuning. Ouais, bah, Il est pas mal. pas mal, on est bien. Ok, voilà. Je vous ai mis une belle image, il y en a plein Internet, parce que tout le monde en parle. Mais en fait, si on prend un LLM, donc un modèle de langage, c'est littéralement ça. C'est que on l'a confronté au monde, entre guillemets, avec ce que moi j'appelle une tâche prétexte. Donc toute la force des LLM, pour faire un résumé pour ceux qui suivent pas, c'est qu'on a un énorme modèle, mais il faut qu'on lui apprenne ce qu'il doit comprendre. Et donc, au lieu de lui donner des cours de français, de maths et de tout ce que vous voulez pendant des années comme un humain, et ben en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste récupéré tous les textes qui ont été publiés sur Internet, quasiment, je pense, et on lui a juste demandé de prédire le mot d'après. Voilà. Et donc, en fait, pour apprendre à prédire le mot d'après avec une précision assez folle, il faut avoir
tout plein de connaissances. Il y a plusieurs niveaux. Si je vous dis je mange une, alors vous n'allez pas forcément savoir ce que je mange, mais par contre, ça sera forcément déjà un nom, potentiellement, et ça sera forcément quelque chose de comestible. Donc ça veut dire qu'il a quand même déjà beaucoup de connaissances pour arriver à juste en prédisant le mot d'après, à comprendre le monde et à après pouvoir faire sa prédiction. Et en plus, si je vous dis Napoléon est né en, alors là, c'est ok, déjà il faut savoir une date à peu près, mais là vous êtes dans le niveau d'après, c'est qu'il faut à peu près avoir la connaissance de quasiment tous les faits qui ont été publiés sur Internet pour pouvoir dire, sortir la bonne date. Voilà. Si quelqu'un a la date d'ailleurs, je suis preneur, je ne l'ai pas moi-même. Pas mal, joli. Donc en fait, ce qu'on apprend, c'est que un modèle de langage, on va prendre GPT-3 par exemple, avec sa tâche prétexte, il arrive à inclure de la connaissance dans un modèle, mais par contre, cette connaissance, on l'appelle le dark knowledge. Donc c'est pas, je vous le dis ici, c'est un usage que nous on a. C'est pas forcément, si vous faites le tour du monde, tout le monde n'a pas cette notion-là. C'est une notion qui marche bien, mais c'est un peu cette connaissance qui est un peu masquée parce que, à part si vous lui demandez de prédire le mot d'après, il n'y a pas grand intérêt à cette tâche. Donc on a un super modèle qui a à peu près tout compris du monde textuel, mais vous pouvez pas en faire grand-chose. Voilà. Le gros intérêt des modèles génératifs, c'est qu'après on peut le spécialiser. Voilà. Et donc c'est ça qui a donné typiquement un chat GPT qui est capable de répondre à des questions. Voilà. Et en fait, toute la force, c'est que la spécialisation, donc ce qu'on appelle le fine-tuning, le but n'est pas d'apprendre au système à faire une tâche. Tout à l'heure, on parlait d'apprendre à conduire, ou là, pour le cas de ChatGPT, de répondre comme il faut à la question. En fait, le but du fine-tuning, c'est juste de l'adapter, donc de le spécialiser, comme les 29 heures de conduite tout à l'heure, pour qu'il s'adapte à cette tâche-là. Voilà. Donc, c'est pas fondamentalement différent. Ça reste, dans le cadre d'un ChatGPT, un modèle de langage, mais juste, on l'a un peu tourné pour qu'il soit capable de répondre à des questions. Voilà. Donc, si on revient à notre problème de robotique, je vais pas vous le refaire. Le problème de la robotique, c'est un problème d'observation, c'est un problème d'intelligence. La question maintenant, c'est est-ce que ça serait pas sympa d'avoir un GPT-3 visuel, voilà. Un système qui, juste avec une caméra, donc on a dit c'est pas du capteur qui est nécessaire, c'est de l'intelligence, vous branchez la caméra et elle est capable de vous donner toutes les informations qu'il y a sur la scène et typiquement on parlait de saisir un objet tout à l'heure, de vous dire c'est tel type d'objet, il faut le saisir comme ça, attention c'est fragile, etc. Voilà. Donc finalement, un GPT visuel qui est capable dans son dark knowledge, au lieu d'avoir une connaissance très sémantique et textuelle, avoir une connaissance qui est très géométrique et adaptée au vrai monde. Est-ce que quelqu'un a des idées? C'est pas mal. Finalement, l'audio-description, c'est dire j'ai une image qui défile à l'écran et j'essaie de lui donner un peu son pendant textuel, son explication textuelle. Ouais. Mais en fait, c'est littéralement ce que des gens ont fait. Voilà. Qui connaît Dali? Plus de monde que ce que je pensais, encore mieux. Ok. Dali 2, ce petit logo, c'est pas pour rien, hein, c'est que c'est aussi OpenAI, donc c'est aussi ceux qui ont fait GPT-3, voilà, qui l'ont sorti. Et le but de Dali, c'est de faire du lien entre du texte et de l'image. Donc l'exemple de l'audio description, elle est parfaite. Donc le but de Dali, c'est vous avez une image, vous avez une description, et en fait, on va essayer d'aligner la compréhension visuelle qu'on a avec la compréhension textuelle. Okay. Donc littéralement, ça veut dire que notre modèle de langage, qui, quand vous lui donnez une phrase, va la comprendre et va avoir un peu un état interne de ce qu'il a compris de la phrase, et ben cet état-là, vous essayez de l'aligner avec un modèle d'image qui va encoder l'image en disant c'est ça les différentes parties de l'image, elles sont comme ça et elles sont décrites comme ça. Donc le but, c'est que littéralement, Corgi, ça corresponde à cette partie-là de l'image et qu'ils comprennent la notion. Voilà. Donc ça, c'est très connu parce qu'en fait, ce qui a été le plus utilisé et qui est le plus impressionnant, c'est la deuxième partie, c'est celle d'en bas, c'est celle où vous écrivez un texte et vous finissez avec une image. Voilà. Donc tout le monde parle de ça en ce moment, entre autres, avec Midjourney et Stable Diffusion. Ça parle à tout le monde ou... Ok. Donc en fait, ça c'est littéralement dire, j'ai du texte où j'ai une connaissance, un état encodé d'une connaissance, et je veux la traduire en image. Voilà.
Donc ça, c'est ce qui a donné, il y a un amalgame, et c'est ce que tout le monde pense quand on parle d'IA génératif, ça génère des images, c'est beau. Mais finalement, pour la robotique, nous, c'est l'inverse qu'on veut faire, c'est qu'on veut pouvoir lui donner une scène qu'il a vue et arriver à extraire la connaissance pour pouvoir travailler dessus et faire notre tâche robotique, qu'est-ce qu'elle soit. Et en fait, on a un gros avantage, c'est que tout le monde l'a oublié, mais cette partie-là de DALL-E, c'est exactement ce qu'elle fait. Voilà, tout le monde s'est focalisé là-dessus, mais en fait, cette partie-là de DALL-E, et notamment de Clip, qui était le papier que personne n'a vu avant DALL-E parce que c'était pas très intéressant. En fait, les papiers de recherche sont connus à leur capacité à générer des belles images. Voilà, ça, c'était un papier qui générait du texte. Donc ça, c'est littéralement la partie qui va aligner un modèle d'image avec un modèle de texte. Donc ça veut dire que vous êtes capable de, en donnant une image, avoir le rapport textuel qui va avec. Ok ? Donc finalement, c'est le Graal qu'on cherche pour la robotique, de dire, ok, je veux avoir une image en entrée, je veux avoir un monde, parce que littéralement, ce qu'il a besoin de comprendre, quand il génère une image, ben, c'est exactement ce qu'on dit tout à l'heure. Il s'est pas planté, hein, le soleil, il l'a mis derrière, il l'a pas mis devant, il gère toutes les notions d'occlusion, toutes les notions de distance, etc. Donc, ça veut dire que juste en ayant besoin d'aligner un modèle de texte avec un modèle d'image, il a dû comprendre la notion de profondeur. Alors que jamais personne lui en a parlé, hein, qu'on soit très clair. C'est juste quelque chose que le modèle a dû comprendre parce que quand on lui a demandé de générer des images, eh ben, pour qu'il puisse générer, son objectif c'était de générer des images plausibles, eh ben, forcément, une image plausible, c'est une image qui respecte les lois de la physique. Et donc, pour respecter les lois de la physique, il faut les comprendre un minimum. Voilà. Donc ça, c'est un peu les prémices qui a permis d'envisager une application un peu robotique, c'est cette partie-là, sachant que c'est 2021, donc on n'est pas vieux tout le temps. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais, les gens qui peuvent imaginer le futur de la robotique, faut tendance à pas les croire, c'est que donc là, on est que en 2021, c'était quand même il y a 2 ans. Mais en fait, la plupart des avancées qui vont impacter la robotique, elles sont sorties il y a moins de 2 ans, et à peu près personne n'est capable d'anticiper ce qui va se passer. Donc, c'est bien, on a aligné du texte et du visuel, ça veut dire qu'on met une image, on est capable de générer du texte, on met du texte, on est capable de générer une image, chouette, ça fait des belles images, ça fait des belles praises, un peu mieux qu'avant. Maintenant, la question c'est, au-delà de l'alignement, en fait, si moi j'ai une application robotique à faire, ça m'intéresse pas de juste ressortir du texte parce que quand je programme mon robot, j'ai le même problème, c'est que je vais avoir du texte à la fin et je vais pas savoir quoi en faire. Alors vous pouvez le mettre dans un chat GPT et lui demander quelle est l'action d'après, mais ça va pas aller bien loin. Okay. Donc la question c'est comment, au-delà de juste faire un alignement de modèles visuels et de modèles textuels, comment on fait pour générer du dark knowledge entre les deux. Donc c'est littéralement accéder à la représentation qu'il a du monde en lui disant par exemple, est-ce que tu peux me sortir une carte de profondeur de cette image-là en me disant bah ça c'est le premier plan, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, ou me lister les différents objets qu'il y a dans l'image. Parce que ça c'est quelque chose de complètement implicite que le modèle ne fait pas du tout. Okay, il est capable de générer une image, là-dedans il se passe des choses, mais on ne comprend pas. Voilà. Et du coup, on va avancer dans le temps. Donc je vous présente Flamingo, magnifique. Toujours les chercheurs qui cherchent des noms. Donc en fait, cette notion de je fais un modèle visuel et textuel, donc un mi-chemin entre du langage et du visuel, en fait, il existe déjà. Ça s'appelle Flamingo. Alors, qui a entendu parler de Flamingo? Ah, ok, un petit peu mieux. Je fais un test. Donc en fait, c'est là où, encore une fois, c'est moins sexy qu'un chat GPT, parce que ça se voit pas du tout. Par contre, c'est très clairement un signal assez violent sur ce qui peut se passer sur la robotique, parce que le monde visuel, en fait, c'est la manière dont l'humain capte le monde avec ses 2 yeux. Donc il y a de très grandes chances que la robotique de demain s'appuie sur de la caméra pour arriver à comprendre le monde. Donc en fait, si vous êtes capable d'aligner un système visuel avec un système textuel, donc au-delà de juste dire je suis capable de générer une image avec quelque chose qu'on comprend pas, quoi. Mais vraiment, si on est capable de dire là-dedans, j'arrive à comprendre ce qui compose mon image et ce qu'il y a dedans, et ben vous pouvez accéder à des applications robotiques où vous êtes directement capable de demander à votre système où est-ce que sont les obstacles, où est-ce que je peux naviguer, quelle est la personne qui est là, qu'est-ce qu'elle va faire après, etc. Voilà. Donc ça, c'est Flamingo. Ça a des capacités encore un petit peu limitées parce que ça décompose pas l'image complètement, ça fournit juste
le dark knowledge. Donc c'est un peu comme on en est au stade où on a un GPT-3 qui a appris à comprendre le monde et qui est capable de se fine-tuner assez facilement à la fin. Mais on n'a pas fini la boucle et on a encore un truc assez gros et on sait pas trop quoi en faire. Voilà. Mais tout va bien parce que 5 avril 2023, voilà, donc il y a littéralement 6 jours, Meta a sorti un modèle. Donc là, on peut pas être plus précis et plus rapide. Hein. C'est pour ça que quand je vous dis on sait pas le futur de la robotique, c'est que à peu près tous les mois, on est en train de passer une décennie de recherche qu'on pensait nécessaire pour atteindre le niveau d'après. Donc c'est segment anything, donc c'est Meta, donc on va dire c'est Facebook grossièrement, basiquement, qui l'a fait. Et l'idée, c'est de dire, on a un modèle qui maintenant est capable de prendre du prompt, ok, donc littéralement de prendre du texte, voilà, un peu petit, de prendre du texte et de prendre une image et de dire ce texte il se rapporte à tel endroit de l'image. Voilà. Donc c'est un peu la tâche basique, un peu, c'est un peu le prédit le prochain mot du langage, mais c'est une tâche qui permet de plus que d'aligner les deux modèles, de vraiment expliciter à quoi se rapporte quel élément. Voilà. Et parce que quand vous voulez faire de la, c'est pas du tout appliqué à la robotique à la base. Hein. Ça c'est, faut juste le lire dans ce sens-là. En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le dark knowledge il est peu manipulable. Et ce qui vous intéresse, vous, c'est une liste d'objets, des choses comme ça. Et ben en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Vous pouvez littéralement lui dire de segmenter l'image, soit en faisant à peu près une patate autour de l'objet que vous voulez, soit en cliquant dessus, soit en lui décrivant du texte. Et la grosse force de ce modèle-là, c'est qu'il va pas se contenter de créer un masque, ça c'est la tâche de base prétexte, pour redire comme tout à l'heure, c'est qu'en fait, il va aligner toutes ses perceptions. Donc en fait, ça veut dire que peu importe la manière dont vous interagissez avec lui, donc soit en faisant juste un détourage grossier, soit en faisant un clic, soit etc., il a compris de quoi vous parlez et de quelle manière vous lui parlez. Voilà. Donc là, c'est qu'on a vraiment explicité l'interaction homme-machine pour la partie vision. Voilà. Et après ça, ils l'ont appliqué à beaucoup de choses. Mais pour le coup, ils l'ont pas appliqué dans la robotique en premier lieu. Et c'est vraiment, on va dire, la porte ouverte à beaucoup d'applications de robotique. Parce que ça veut dire on est d'accord, un clic qui est fait par un humain peut être fait par une machine. Pareil pour du texte. Ça veut dire qu'on peut littéralement demander à un modèle d'expliciter ce qu'il comprend d'une scène. Et de dire, ok, sors-moi les obstacles, ok, comment je dois prendre cette tasse, etc. Finalement, le Graal dont on parlait tout à l'heure, de dire il faut comprendre une scène, il faut comprendre de quoi elle se compose, et c'est l'observation qui est clé pour arriver à faire un robot. En fait, on est à J plus 6 à peu près, ouais, c'est ça, de faire ça. Donc ça, c'est un préprint. Donc clairement, il a été publié il n'est pas encore publié en conf, je crois. Et donc, c'est à peu près là où on en est, la recherche publique accessible en tout cas, on est. Donc pour vous donner le but de ça, c'était de juste vous amener avec tous les signaux à peu près qu'on peut avoir à ce que va être la robotique. Et maintenant, si vous voulez, on peut avoir une discussion sur, du coup, sur tous les verrous de la robotique que j'avais cités avant et le gros problème de l'observation, comment ça va impacter le monde. Je remets une dernière fois. On avait fait le lien de la robotique, c'est un problème d'intelligence. Bah, théoriquement, on a résolu le problème de l'intelligence, donc on n'est pas loin de résoudre le problème de la robotique, le gros problème de la robotique. Ouais. Bon, ça, c'est ta conclusion actuelle. Mais il y a une semaine, tu n'avais pas encore cette conclusion. Ouais. PVR. Ça se voit d'ailleurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu as les dates depuis longtemps. Ouais. J'imagine que tu as quand même réfléchi à la structure depuis un certain temps. Bon, là, c'est tout prêt, ça date d'une semaine. Tant mieux. C'est parti dans quelle orientation si jamais on n'avait pas eu cette annonce de la recherche? Ouais. Ok, je vais parler de ce qu'on fait depuis 3 ans à peu près maintenant. Non, c'était pas du tout le but de cette conf, mais chez Visual. Non, c'est sur les usages. C'est trop bien. Je soigne mes transitions. Je suis assez opportuniste. Non, en fait, ce qu'on fait depuis 3 ans chez Visual Behavior, c'est de faire en sorte que les robots soient capables de comprendre une scène uniquement avec une caméra. Si tu vois un quelconque rapport avec ce qu'il y a ici, c'est complètement
aléatoire. Non, je déconne. En fait, c'est un chemin depuis à peu près les prémices des gros modèles de langage. On sait qu'il va y avoir les mêmes en vision. En tout cas, un petit nombre d'individus sait qu'il va y avoir les mêmes en vision. Et si on se penche suffisamment sur les questions de robotique, on va très vite se rendre compte que c'est un enjeu de la robotique et que en fait, tous les acteurs, quand je vous dis c'est pas un problème de capteur, c'est un problème d'intelligence, etc. C'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans ce discours-là, en fait, si on devait faire un sondage public des gens du milieu, en fait, vous en perdez à chaque fois, parce qu'à chaque fois, les gens ne sont pas convaincus. Donc, en fait, ce que je vous ai décrit là, le chemin de pensée, c'est littéralement le chemin qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et il y a une semaine, je me serais peut-être arrêté, enfin, pas tout à fait, mais il y a 2 ans, je me serais arrêté à une étape d'avant, quoi. Voilà. En fait, littéralement, quand j'ai fait ces slides, je crois qu'on en était à peu près là, à Flamingo. Voilà. Et c'est à peu près logique quand vous avez un modèle de dark knowledge, de vouloir l'exprimer, de vouloir l'expliciter, donc que quelqu'un allait le faire, quoi. Par contre, il y a un truc qui est clair, c'est que l'extrapolation est extrêmement compliquée. Voilà. C'est pour ça que j'ai tourné la conf sur... En fait, je préfère vous donner les clés de ce qui se passe en ce moment et de qu'est-ce qui est important, de qu'est-ce qui l'est pas, plutôt que de vous donner une vision que j'ai à l'instant T, parce que clairement, il y a une semaine, si vous me demandez comment sera la robotique dans 2 ans, ça sera clairement pas la même réponse, par contre. Et dans une semaine, ça se trouve, je vous donnerai pas non plus la même info. Par contre, les supports et nous, ce sur quoi on bosse actuellement, en fait, on sépare la robotique en 2 classes. C'est la mobilité assistée. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est la robotique mobile, mais ça s'étend à peu près à toute la robotique. Donc, le premier, c'est la mobilité assistée. Donc, l'idée, c'est une machine, mais vous avez toujours un humain aux commandes, mais juste votre autonomie va permettre tout à l'heure, je parlais de détecter les zones navigables, détecter les personnes. Bah, ça va être de remonter l'info au conducteur, au pilote, au chauffeur. Et c'est des choses qui arrivent dans le camion, dans le BTP, dans les bateaux, etc. En fait, c'est un truc que j'aime souvent dire, mais c'est plus très à la mode de tuer des humains. Et donc, en fait, avoir une machine de 3 tonnes qui fait un peu ce que veut la personne avec ses 2 yeux qui voient pas à peu près tout, c'est quand même assez limité. Et on est en train de légiférer pour mettre de l'assistance et forcer les machines les plus dangereuses, on va dire, à être capables de comprendre ce qu'il y a autour d'elles et d'alerter la personne. Donc ça, c'est le premier bilan. C'est là où on peut aller. C'est en fait clairement dans le camion, ça a été légiféré. Historiquement, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, mais sur la plupart des camions, avant, c'était un sticker en disant attention, il y a des angles morts. Vous voyez, ce sticker un peu jaune là. Voilà. C'est une obligation légale. Hein, ils l'ont pas mis là par plaisir. Il y a une obligation légale de passivement dire aux gens attention, c'est dangereux, il y a des angles morts. Voilà. Ce qui est passé et ce qui est devenu une règle et une loi, et donc ce qui va être en application d'ici 2 ans, c'est que tous les poids lourds vont devoir avoir une estimation active des dangers qu'il y a autour du poids lourd. Donc ça veut dire qu'ils seront capables de détecter physiquement, on va dire, ou peu importe la manière, mais d'alerter le chauffeur en disant attention, il y a quelqu'un dans ton angle droit, ou attention, il y a un cycliste, etc. Voilà. Donc en gros, c'est là où on en est, et c'est ça qui est représenté par la mobilité assistée, qui est le gros. En gros, c'est le gros de la mobilité. Finalement, tout le monde parle de la voiture autonome. En vrai, j'ai une question pour vous. J'ai plein de questions ce soir. Ok. Vous achetez, on va prendre une idée, vous achetez une voiture moyenne à peu près, donc ça vaut 10 000 euros. Vous êtes prêt à payer combien pour avoir une option d'autonomie sur la voiture? Ok. Donc on va partir, on va partir de 0. Si c'est gratuit, est-ce que vous le prenez? Moi, je le prends. Ok. 1 000 euros. Et vous êtes tous prêts à payer 1 000 euros? Non, ça commence à baisser un peu. Non, c'est one shot. J'ai pas à le vendre, hein, donc vous inquiétez pas. Il y a pas. En fait, quand vous êtes inscrit au Meetup, il y avait des petites lignes qui disaient que, ok, 5 000 euros. Moi, 5 000 euros, je crois que je lâche déjà. Ouais. Ça dépend de la quantité qu'on utilise et les niveaux d'autonomie. C'est le prix initial de la voiture, parce que si elle coûtait 10 000, ça fait 15 000, Ouais. entre 10 000 et 15 000, il y a un gros rapport. Tu prends une voiture à 100 000, c'est que tu as les moyens, et que 5 000, c'est pas beaucoup plus. Là, il y a Ouais. Une voiture à 100 000, tu la mets pas autonome, tu la fais. Ouais, peut-être. Tu la prends pas à 100 000 si tu l'avais autonome, c'est vrai. Ok. En fait, ça finit vite à 5 000, il y a déjà plus que 3 mains levées, quoi. C'est vraiment. Non, il y a Eric d'Argent qui est prêt à payer 10K. 10K, ok. Ok. C'est-à-dire Donc, le double du prix de la voiture. Donc lui, si c'était 100K, il paierait 200K pour l'autonomie. pas mal. Intéressant. Et Damien Clausel, il donne pas de chiffre, mais il dit je suis prêt à payer cher. Ok. On sent que lui, c'est un bon client. Ok. Est-ce que vous pouvez laisser votre mail en bas de page? En fait, ça dépend
C'est Ouais. vrai que si on roule beaucoup et que ça permet de faire autre chose quand on roule, ça peut avoir Ouais. de temps sur le permis. Ah, ça dépend qui retire les points si la voiture autonome se trompe. Ah, Ouais. On va pas rentrer dans les débats philosophiques. Ouais. Mais en fait, c'est une très bonne remarque, c'est que, en fait, paradoxalement, tout le monde parle de la voiture autonome, mais en vrai, les gens sont pas capables de mettre un prix. C'est pas un énorme marché en fait, la voiture autonome. Par contre, les robots taxis, ce que j'ai présenté, ou des usages professionnels, parce que typiquement de l'assistance ou de l'autonomie dans un poids lourd de quelqu'un qui effectivement bosse 8 heures par jour dedans, etc. Ça, c'est là, les gens sont prêts à payer. Ouais. Mais en fait, c'est là où derrière, on va dire, la voiture autonome qui est un peu le Graal, et historiquement, moi j'en parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dépensé beaucoup d'argent. Donc on a un retour d'expérience assez fort. Voilà, ils ont perdu beaucoup d'argent surtout. Mais en fait, le gros, c'est pas l'autonomie, c'est l'assistance dans la mobilité. Donc ça, c'est le premier plan. Et le deuxième point, il y a quand même une question de mobilité autonome, mais c'est sur des cas qui sont beaucoup plus précis. Donc il y a la question de la livraison au dernier kilomètre. Donc c'est pareil, ne me croyez pas si je vous dis que ça va arriver, mais peut-être qu'un jour, vous vous ferez livrer par, voilà, insérez l'idée que vous voulez ici, drone, truc qui roule, truc qui flotte, peu importe. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'en usine, il y a beaucoup de robots autonomes. Voilà. Historiquement, c'est des robots type à la Amazon qui suppriment complètement l'humain de l'équation. Donc en fait, ils ont résolu le problème de l'intelligence et de l'observation en disant si j'enlève les humains, j'enlève toute la variabilité, je sais exactement où sont toutes les affaires, donc en fait, je peux aller super vite et rien voir. Mais le cœur de nos usines actuelles, c'est qu'il y a quand même des humains dans l'équation, encore heureux. S'arrêter sur le jugement ici. Mais en tout cas, aujourd'hui, si vous voulez mettre des robots dans l'usine de Monsieur Tout-le-Monde, entre guillemets, il vous faut des robots qui soient capables de comprendre ce qu'il y a autour de lui finement, parce que, entre autres, il y a des humains, entre autres, il y a des palettes qui ont pu déposer des humains, ou enfin, des humains qui ont pu déposer des palettes, c'est mieux. Voilà. En gros, il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent varier, qui sont, encore une fois, c'est ce que je disais au tout début, quand vous êtes en environnement contrôlé, vous n'avez pas cette question-là. Voilà. C'est pour ça que les robots dans les usines sont souvent derrière des grillages, parce que les humains rentrent dedans. Exactement. Mais en gros, le gros défi du coup en fait, enfin, encore une fois, c'est une question de l'action ou de l'observation. C'est pas une question parce que le robot est pas précis dans son action pour qu'on mette derrière un grillage. C'est parce qu'en fait, on n'est pas capable d'observer le monde assez précisément pour dire est-ce qu'il y a un humain, est-ce que c'est dangereux ou pas, quoi. Voilà. Donc c'est toutes ces applications-là qu'on peut imaginer que les applications, enfin que la partie intelligence et tout ce que vous pouvez imaginer sur un chat GPT textuel, voilà, vous le transposez sur de la compréhension de scène, vous donnez ça à une machine, elle serait capable d'attendre que l'humain y passe parce qu'il a compris qu'il allait de gauche à droite, etc. Des choses comme ça, quoi. Ouais. Il y a quand même une question, là, c'est le temps de réponse. C'est bien. On en vient à la deuxième activité de Visual VR. Je l'ai pas payé, je vous assure. En fait, le problème, c'est qu'effectivement, un chat GPT, il met enfin, donc les énormes modèles là que vous avez dû voir qui font 200 milliards de paramètres ou des choses comme ça, faut qu'ils soient exécutés intégralement à chaque fois qu'ils génèrent, on va dire, une nouvelle lettre ou un nouveau mot de la sortie. Donc tout le monde a déjà utilisé ChatGPT ici ou quasiment? Ok. Ça veut dire que en fait, la quantité de serveurs qu'il faut pour juste arriver à sortir une phrase, elle est monstrueuse et elle demande une exécution à chaque nouveau mot. Donc ça, c'est le côté ultra lourd des modèles de langage. Et donc, ce qu'on fait chez Visual Behavior, c'est de la compréhension de scène en temps réel. Donc l'idée, c'est de traiter de la vidéo en temps réel. Donc littéralement à plus de 10 images secondes. Et d'arriver à fournir une compréhension de scène continue, on va dire, à l'opérateur robotique, que ce soit un logiciel, que ce soit pour l'assistance, un conducteur, ou etc., en temps réel. Parce qu'il y a une phrase, c'est en informatique embarquée, en robotique, souvent ce qu'on dit, c'est qu'une information qui arrive trop tard, ça a la même valeur que ne pas avoir l'information. Voilà. Donc une grosse partie du taf qu'on a, c'est de faire en sorte que le robot ait l'information et au bon moment. Voilà. Donc c'est la grande question de comment on fait pour faire un modèle qui tourne en plus sur du hardware qui est souvent petit parce qu'embarqué dans les robots en temps réel. Bienvenue chez nous. Ouais. Il y a aussi un gros problème pour l'autonomie, la vraie autonomie. Ici, on parle de la mobilité autonome. Ouais. Mais quand on parle de l'autonomie vraie, on dirait, et nous, les humains, on dépense des années en apprenant pas seulement le langage, le concept, mais aussi comment nos corps fonctionnent dans l'environnement. Comment des compétences et comment nos corps fonctionnent dans l'environnement. Et
et un modèle qui peut reconnaître des objets ou nous dire la distance entre les objets. C'est pas suffisant pour une autonomie complète parce que le robot ne sait pas comment son corps, Ouais. les compétences, comment son corps Ouais. fonctionne. La conscience. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'embodiment. Et c'est effectivement la grosse question. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent toujours qu'on peut pas faire de robotique autonome s'il n'a pas appris avec un corps. C'est même plus qu'à l'usage, mais c'est même pour apprendre. Voilà. Encore une fois, j'ai pas de réponse. Je vais juste vous poser quelque chose. C'est est-ce que ChatGPT, pour qu'il devienne professeur de français, ça prend combien de temps à part juste lui dire agis comme un professeur de français. Voilà. Donc enfin, c'est ce que je vous ai dit au début. Hein, c'est genre j'ai peu de réponses. Mais en fait, aujourd'hui, on a une frontière telle où le peu d'apprentissage qu'on a sur un ChatGPT et de peu de compréhension, en fait, c'est un peu le but de ce que je vous ai expliqué là, mais c'est viable de se poser la question de comment ça se transfère à la robotique, parce qu'on sait que ça pourrait être transféré. Donc les propriétés de ce qu'on a commencé à comprendre avec un ChatGPT peuvent potentiellement être transférées à de la robotique. De voir un camion se comporter comme un prof de français. Ça a posé des gros problèmes. Ouais. C'est plus facile d'apprendre le concept de texte que le concept physique. Pour apprendre le concept physique, Ouais. il faut que le robot fonctionne dans l'environnement et qu'il faut que le robot, comme nous les humains, je pense beaucoup d'art pour apprendre comment. Ouais. C'est vrai que là, ça rejoint tout, parce qu'il y a déjà dans l'intelligence artificielle actuelle, il y a le système de simulation et trop feedback qui est utilisé en calcul pur. Et en fait, les robots aujourd'hui, on est capable de faire des modèles physiques de ces robots et de donner un environnement. Il va être capable de se simuler, de regarder, de percevoir donc les interactions de ces modèles et ainsi de suite. Il pourrait apprendre sans exister physiquement. Souvent, d'ailleurs, un être humain, il a un modèle de son corps à l'intérieur. Alors, à une certaine époque, on parlait de. C'était le mot là. Non, alors. T'as quel état? Tu parles de vitalisme? On est vraiment à ce niveau-là ou... Avant, on pensait qu'on avait une espèce de petit bonhomme dans la tête. Ah oui. Il y avait un nom pour cette théorie-là. Et que du coup, on se représentait vraiment notre corps avec une grosse langue, des grosses mains, parce que c'est ce qu'on utilise le plus, etc. C'est pas tout à fait ça, mais en effet, c'est plus la proprioception. On a en tout cas un modèle corporel qu'on met à jour constamment. Donc, on pourrait imaginer des modèles qui aient un modèle d'eux-mêmes assez facilement. En fait. Enfin, c'est pas forcément très, très complexe. Ouais. La question, en fait, alors déjà par rapport à la réponse, c'est que maintenant, moi, je crois que je vais m'interdire tous les il faut en intelligence artificielle parce que le domaine avance assez vite et ça, je serais curieux de reprendre tous les il faut des gens qui ont été balayés par les dernières avancées. Mais effectivement, ce que dit Flavien est intéressant, c'est ok, il faut un modèle du corps. À quel point il peut être générique et configurable à l'usage? Si on essaye de faire un lien avec un chat GPT, c'est plus cette question-là qu'on va se poser. Quoi. Exactement comme un chat GPT. Avant, on disait, le logiciel, soit il fait de la traduction, soit il fait du text summary, soit il fait chatbot pour, je sais pas, pour la SNCF, etc. En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un modèle de langage complètement générique et juste de le configurer à la volée. C'est ce qu'on appelle du few shot, en lui disant, ok, je te donne 2-3 exemples, par exemple, de ce que tu es, de ce que tu dois faire, et maintenant agis comme tel. Voilà. Premier mot de la question, une question dans le chat. Ouais. Enfin, une question, plus une remarque, voir si tu as une réaction par rapport à ça. Alexandre qui dit avec des fonctions d'affordance, il est possible d'apporter une notion d'embodiment au robot et il parle de Palm E qui est sorti apparemment récemment. Est-ce que tu connais et est-ce que tu as quelque chose à apporter là-dessus, alors sur la notion d'affordance ou de Palm E? Palm E, ça ne dit rien. Affordance, juste pour que tout le monde le comprenne. Je vais le dire avec mes mots et n'hésitez pas à me corriger si quelqu'un sait mieux que moi. La notion d'affordance, c'est la notion de de mon point de vue de roboticien, ce qui m'intéresse, c'est que quand vous voyez un objet, instantanément, vous avez une notion de comment vous êtes censé l'utiliser. Voilà. Une poignée de porte, j'en vois une qui est juste là, en fait, sa forme vous évoque une action à faire dessus et une manière de l'apprendre. Voilà. Et c'est ça qui définit l'affordance d'un objet, c'est que, en fait, sa forme et son apparence définit son usage et la manière de l'utiliser. Voilà. Mais je crois que ça serait. On pourrait faire le test de de poser des questions d'affordance à un chat GPT, par exemple. De dire si tu as une tasse et que tu devais t'en servir, de quelle manière tu le ferais. Voilà. Ouais, j'ai peu de doutes sur la réponse. Je pense pas qu'il se trompe, mais ouais.
Ok, mais donc avoir Palm, enfin Palm-E. Ouais, tu connais le modèle? C'est un petit peu ce qui fait. Alors, juste pour Alexandre dit, c'est exactement ce que fait Palm. C'est multimodal, texte, image et Ok. Le modèle de langue Palm. Oui, alors ça, on avait deviné. D'autres questions? C'est pas tellement une question, c'est plus avec les grosses sociétés comme GAFAM, Ouais. tellement d'argent qui peuvent aussi se concentrer sur tout ce qui est développement. Ça ne m'étonne pas que ce soit Google, Facebook, Ouais. Amazon qui développent beaucoup de choses dans ce. Ouais. En fait, si on fait une comparaison avec, pour ceux qui étaient déjà là au conf avant, j'aime beaucoup comparer ça avec l'arrivée d'Internet. En fait, l'Internet repose sur une quantité de protocoles qui sont miraculeusement ouverts et open source, que sont HTTP, TCP/IP, enfin voilà, c'est des mots qui parlent aux gens. Et en fait, c'est toute la stack d'Internet repose sur des choses qui sont publiques. Et en fait, effectivement, avec l'IA, il est en train de se passer un truc très particulier. Et encore une fois, personne a l'idée de comment ça va fonctionner. Mais où en fait, c'est les briques de base, les blocs de base que sont les LLM, que sont un Palm, que sont, enfin, tous ces modèles, ces gros modèles-là, appartiennent à des gens privés. Voilà. Donc c'est un peu voilà, personne ne sait un peu la suite que ça va prendre. Il y a de grandes chances, et il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là, qu'il y ait des alternatives open source, parce que c'est toujours la même chose. Quand vous avez une superpuissance qui crée un outil qui est trop puissant, il y a forcément toutes les autres qui s'allient pour créer le contre-pouvoir. Voilà. Et c'est ce qui est littéralement en train de se passer avec. Voilà. Donc il y a une alternative à GPT-3, par exemple, qui s'appelle Bloom, et qui est poussée par à peu près 1 millier de chercheurs et autres en Europe. Et le but, c'est de faire une alternative open source en Europe, en France, un chat GPT, enfin un GPT-3. Alexandre précise que Meta apparemment se dirige vers l'open source en ce moment. Très move, très intelligent qu'a fait Google avec Android. Et Segment Anything apparemment est open source. Ouais, faut voir quelle partie il publie après, mais ouais, on va pas rentrer dans les détails. Souvent, ce qui se passe, c'est que dans l'open source, le moteur est open source, et le modèle appris ne l'est pas. Ouais, c'est ça. En fait, il faut réapprendre tout. Donc, il y avait une histoire, j'avais entendu un podcast, il expliquait que justement, avec des MDR, on pouvait demander à récupérer le modèle, et il y a des gens qui l'ont mis en open source, alors que théoriquement, ils l'ont fait fuiter. A priori, pour Segment Anything. le truc de je ne sais plus si c'est OpenAI ou c'est Llama qui a fuité de Facebook. Enfin, du coup, c'est Meta aussi. Ouais, ouais, peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix en fait. Ouais. J'ai une question. Est-ce que tu as des insights sur ce qui est robotique sociale? C'est aussi un domaine, même s'il est beaucoup plus petit que tout ce qui est mobilité. Ouais. Ah ouais. Oui, il se passe des choses. En fait, la robotique sociale, c'est un énorme. Enfin, ouais, c'est un peu ambigu. Beaucoup de gens ont essayé des choses. On peut parler de Aldebaran Robotics, on peut parler de Sony qui avait sorti des choses à l'époque. Et en fait, à peu près tous les 4-5 ans, il y a une boîte qui se monte et qui meurt parce qu'elle n'arrive pas à trouver son marché. Voilà, pour des raisons techniques, commerciales, plein de choses, quoi. Voilà. Et dernièrement, il y a une boîte française qui s'appelle Enchanted Tools, qui a été fondée par l'ancien CTO d'Aldebaran Robotics. Aldebaran, tout le monde voit, c'est les petits robots Nao, Pepper, choses comme ça, là. Et qui a été montée avec pour but de faire de la robotique sociale. Donc, ils ont la partie sociale c'est une libre interprétation, on va dire, mais c'est un petit robot qui est haut comme ça. C'est pas un Miroki, qui est capable de se balader, qui est capable d'aller d'une pièce à l'autre, vous ramener quelque chose. Voilà. Donc il y a le gros défi. Ils ont, si je comprends bien, ils ont un accès marché qui a pour but qui est plus B2B, donc qui a pour but d'être professionnel. Il y a beaucoup de robots chinois, par exemple, qui font du service dans des bars, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est que je pense, à mon avis, c'est d'aller faire de l'interaction humaine derrière. Sachant que, en fait, on parle de robotique aujourd'hui, mais si on cite un peu les gros défis sociétaux qu'on va avoir en face, il y a la question de la silver economy. Donc,
qui est une manière très polie de parler des vieux. Mais on a une pyramide des âges qui font que, en partie, personne veut s'occuper de nos anciennes générations, ou pas suffisamment de personnes en tout cas, et du coup, il y a une grosse traction et une grosse fantasme, réalité, je sais pas, sur le fait que les robots vont pouvoir créer ce rôle-là, quoi. Donc oui, il y a des choses qui se passent, mais encore une fois, en fait, je pense que les dernières avancées qu'il y a sur la dernière année vont permettre de monter des boîtes qui vont réinterpréter ça pour les domaines. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y en a aucune. Enfin, il n'y en a aucune, à ma connaissance. Une des problématiques de la robotique sociale, en particulier face aux personnes âgées, c'est de dire qu'est-ce qu'on prend comme robot. Est-ce qu'on prend des robots humanoïdes ou pas humanoïdes, sachant que l'humanoïde, c'est plus facile à avoir en face de soi, mais c'est plus complexe techniquement de faire tenir debout et compagnie. Il faut que ça soit autonome aux mobilités, ça puisse se déplacer tout seul, sans blesser la personne, et qu'éventuellement, ça puisse relever la personne en fait. Donc ça pose des gros problèmes, parce que si c'est assez fort pour relever, ça peut tuer, ou on se retrouve avec comment on gère le truc. Moi, la plus grosse difficulté, à la fois dans la mobilité autonome, les voitures autonomes, et dans le modèle social dont on parle, des robots qui assisteraient les personnes âgées, par exemple, Ouais. c'est le fait que dans les deux cas, il n'y a pas une personne qui est individuellement, pénalement responsable. C'est un problème d'éthique. C'est ça aujourd'hui qui freine le développement de la voiture autonome, plus que la partie développement en elle-même. Là, on est capable de faire apprendre, de programmer au véhicule ou au robot ce qu'on veut. On décide comment on l'apprend. Par contre, qui va être individuellement, pénalement responsable d'avoir programmé pour que, lors d'un événement redouté ou la combinaison d'événements redoutés, il va falloir décider entre impacter l'enfant qui traverse, la personne âgée qui se trouvait là, le véhicule prioritaire qui arrive derrière, le choix, la programmation, qui va être responsable d'avoir programmé ça, et est-ce qu'il y a un individu à la fin de la chaîne qui peut être pénalement responsable. Aujourd'hui, c'est ça qui freine le plus le développement de la voiture autonome. Alors, c'est un aspect qui freine le véhicule autonome. Il y a eu beaucoup d'études, mais ça commence à dater, ça a à peu près 5 ou 6 ans, je dirais, où effectivement, ils avaient demandé à des gens, éthiquement déjà, en fait, la question est ouverte de dire, est-ce qu'il faut prendre quoi, le reste à vivre? Est-ce qu'il faut estimer, faire la somme s'il y a plusieurs individus, etc. De dire, est-ce que finalement, la voiture, est-ce qu'elle doit sauter du pont ou est-ce qu'elle doit renverser le cycliste qui est en face d'elle et que la physique fait qu'elle ne peut pas l'éviter? Il y a eu énormément de choses en éthique là-dessus. Alors, bizarrement, depuis 5 ans, il se passe beaucoup moins de choses. En fait, il se passe beaucoup moins de choses depuis le temps où les voitures se sont mis à tuer des gens, des voitures autonomes, d'avoir des accidents de voitures autonomes, alors qu'en fait, il n'est pas du tout des questions d'éthique, en fait. En fait, ils ont été rattrapés par la technique, et ce Graal en vrai, c'est le cadet des problèmes qu'on aurait si on en était à ce niveau-là, mais aujourd'hui, Uber a arrêté de faire de la voiture autonome parce qu'ils ont tué des gens qui traversaient la route, alors qu'en vrai, quelqu'un qui traversait la route, quoi. Et le problème qu'ils avaient, pour reprendre Uber, c'est, j'ai plus l'image exacte, mais je crois que c'est quelqu'un qui poussait un caddie, et le système n'arrivait pas à dire si le caddie c'était un cycliste, quelqu'un, ou etc. Donc en fait, c'est vraiment une défaillance technique purement évitable. Alors après, il y a eu d'autres problèmes parce qu'il était censé quand même y avoir quelqu'un derrière le volant parce que c'était du test. Voilà. Mais voilà, donc voilà, Uber, ça fait partie des gens qui ont arrêté d'essayer de faire la voiture autonome. Mais en fait, on n'y est pas tellement à cette étape-là. Et encore une fois, nul ne connaît le futur, mais si finalement, techniquement, on y était, est-ce que légalement, on ne trouverait pas une solution rapidement? Question ouverte. On n'est pas capable d'implémenter les lois d'Asimov, on n'y est même pas encore. Donc... Ouais, ou ça, ou mieux, parce que j'imagine que depuis, peut-être des gens... T'avais une question? Non, beaucoup moins. On a quasi zéro tolérance dès que c'est un robot. Ouais, c'est ça. Quand c'est un humain, on a une tolérance. Un robot n'est acceptable que s'il fait zéro erreur. Ouais, il y a la question de pénalement qui est coupable, mais il y a vraiment juste la partie de on est intolérant face à une erreur de la machine. Enfin, vous êtes déjà retrouvé devant un ordi qui rame. Je pense pas que vous ayez la même façon de faire si juste quelqu'un était fatigué en face de vous et parlait moins vite que d'habitude, quoi. Voilà. Donc il y a un gap qu'on accepte de l'humain et qu'on n'accepte pas du tout de la machine. Mais il y a vraiment, ouais,
le statut de la machine pose question, quoi. Ouais. Juste petit sous-titre. Ouais, on va faire les questions. Mais j'ai à peu près fini la conf. Hein. Vous avez démarré plus vite que prévu, mais le but c'était effectivement de pouvoir discuter des usages parce que j'ai juste pas la réponse et du coup d'échanger. Donc voilà, je vais creuser l'abcès. Il n'y a pas de suite, donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Du coup, j'ai deux questions. La première, pourquoi est-ce que on fait l'accélération depuis un an j'ai l'impression depuis un an sur les systèmes LLM, les générations d'images, les générations de vidéos. Enfin, j'ai l'impression que les chercheurs étaient capables de travailler depuis quand même une bonne dizaine d'années, voire beaucoup plus sur tous ces systèmes. Et puis là, d'un coup, on commence à publier ou à sortir. Et puis là, on approfondit. Donc, vraiment une grosse question par rapport à une telle accélération. Est-ce que cette accélération, on va avoir un lancement, un moment, autre chose. Et pourquoi est-ce que ça, j'ai vu en France, on avait 10 milliards par an dans l'IA et aux États-Unis, on a 300. Pourquoi il y a une telle décorrélation entre la France et les États-Unis en termes d'investissement? Là, c'est plus politique. Pour la première question, tu peux aller voir sur YouTube la première conférence du site. J'ai vu, hein. Ouais. On en parle pas mal. Ok. Ouais. 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 Toujours ultra compliqué de répondre à ces questions-là. Pour moi, le meilleur moyen d'avoir un bout de réponse et d'avoir un peu cette intuition-là, c'est de remonter dans le passé, ce qui s'est passé. Et alors là, pour le coup, la première intuition que j'ai, c'est qu'il faut remonter à la machine à vapeur. Et il y a un moment, dans la machine à vapeur, il y a eu genre 2-3 inventions en même temps à peu près. Donc, alors j'ai plus les noms, je crois que c'est Watts qui a fait le régulateur de vitesse de la machine à vapeur. Il y en a un qui a fait la chambre pour faire un cycle complet et pas juste perdre de l'eau au fur et à mesure. Et en fait, il y a eu effectivement 2-3 inventions qui ont propulsé le système à un état qui a fait qu'il était viable. Enfin, en gros, il y a eu un gap technologique, quoi. Et après, Des cycles d'innovation comme ça, et que là, on est arrivé à un pic de cette innovation, et que là, on va avoir une adoption qui va ouais, en fait, enfin, si on reprend la machine à vapeur, il n'y a pas eu besoin. Après, il y a eu de l'innovation un peu itérative pour améliorer encore les rendements, etc. Mais en fait, l'usage de juste le gros gap qu'il y avait eu était suffisant pour aller pousser beaucoup d'évolutions, quoi. Donc il y a deux questions. C'est est-ce que c'est nécessaire d'avoir encore des évolutions technologiques au fur et à mesure? Est-ce qu'il y en aura? Ça, c'est encore plein de questions. Mais après, la question de l'usage, c'est est-ce que il y a besoin encore de beaucoup d'évolution pour que l'usage se fasse complètement, je déteste ce mot, disrupté par l'évolution techno qu'il y a eu là, quoi. Et du coup, la deuxième question, c'est une très bonne question. Je vais pas répondre politiquement. Si quelqu'un a des éléments de réponse, Je n'ai pas forcément de réponse non ouais. plus, mais je pense que c'est une histoire de taille. C'est d'investissement de manière générale. Ouais. En fait, Parce qu'il faut faire plus une histoire de pourcentage. la France, c'est un peu plus De taille. disons que On est à combien? C'est plutôt le PIB qui va jouer plus que le En pourcentage d'investissement, je pense que les Américains ont tendance à beaucoup plus investir sur l'innovation. Donc, c'est ma vision, un peu le goût de. Il faut mettre de l'argent pour innover. Peut-être qu'en France, on a encore un peu trop de recul et on va être surtout. Ouais. Ouais, je pense que j'aurai à peu près la même réponse non politique en disant je pense qu'il faut comparer les États-Unis à l'Europe, histoire d'avoir des masses à peu près équivalentes. Et historiquement, les États-Unis ont toujours voulu avoir une place de première arrivée, alors que récemment, l'Europe était plus en mode on attend de voir ce qui se passe, on laisse défricher et on y va après, quoi. Voilà. Mais on va pas aller très loin dans la question politique, mais en fait, ce qui se passe, on est français, donc on compare ce qui se passe en France. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Parce que là, pour le coup, on a des masses d'investissement qui sont à peu près comparables et un effort qui est à peu près. Ouais. Ouais. Et après, là, il se passe vraiment des choses, quoi. Donc, Il y avait une question. ouais. Tu parlais d'autonomie tout à l'heure. Le bâtiment, il est c'est lui qui décide.
il y avait une remarque sur le grounding des connaissances. Je pense quand tu parlais de l'embodiment, de ce genre de choses, comment on fait du grounding des connaissances? Est-ce que ça te parle? Pas du tout. Non? Bon, Est-ce qu'on a un sous-titre? non, pas du tout. Non plus. Il faut faire du grounding des connaissances. C'est ça la question. Donc oui, la réponse est oui, voilà. Bleu. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce Ouais, qu'on je crois, s'arrête là? je crois que l'heure tourne et on n'est pas En loin effet, du faux bout. Peut-être, Ouais. tu parlais de segment unité tout à l'heure. Ouais. À quel moment ça va être utilisable par le monde des marchands? Là, c'était un paquet de recherche pour faire une interface. J'ai pas du tout regardé. Donc c'est plus de manière générale le transfert de technologie entre ce qui se passe en laboratoire et dans la vie réelle. Ouais. C'est à peu près quoi? Aujourd'hui, c'est 3, 5 années. On n'en sait rien, ça dépend des techs. Non, c'est impressionnant. Enfin, là, il y a une accélération monstrueuse, en fait. Enfin, ouais. Il y a un dilemme de l'innovateur des grosses boîtes, donc en fait, faut vraiment avoir les premiers arrivés parce qu'après, il y a tous les suiveurs qui s'y mettent et qui, eux, réagissent plutôt qu'agir. Mais sinon, c'est ultra. Enfin, moi, ce qui me choque en ce moment, c'est que c'est ultra rapide. Ah ouais. Enfin, on le voit, les gens souvent le voient par, je sais pas si vous avez vu les courbes d'adoption de ChatGPT ou le nombre de personnes qui ont essayé. Si on regarde la date de sortie des papiers de recherche sur lesquels ils s'appuient, hein, la partie fine-tuning pour répondre à des questions, et le moment où ils ont atteint X millions d'utilisateurs, le temps il est ultra court. Donc il est court dans l'adoption, déjà c'est ultra violent, mais il est aussi court entre le papier et avoir une infra capable de tenir 1 million de personnes qui est capable de lui poser des questions, sachant que on parle pas d'un truc c'est pas un forum où genre juste affiche du texte, quoi. C'est qu'il y a, il y a de la puissance derrière, quoi. De façon générale, quand tu regardes dans l'histoire de l'innovation, à chaque fois, le temps entre les ruptures scientifiques, les ruptures technologiques et les adoptions fait que se contracter, fait qu'être de plus en plus rapide. Et jusqu'à Internet, on avait encore le sentiment d'adoption technologique qui se faisait dans le temps long. Il fallait attendre assez longtemps avant que quelque chose sorte des labos, sur un temps de vie humain. Et déjà avec l'arrivée d'Internet, ça a beaucoup changé, avec l'arrivée d'Internet, du numérique, tout ça. Mais là, c'est vrai que depuis 1 an, on a encore franchi un cap, un seuil en termes d'exponentialisation de la vitesse d'adoption. Et a priori, il y a pas mal de théorisation sur une espèce de loi de Moore de l'adoption qui fait que monter exponentiellement, en fait, chaque technologie permet certes de construire d'autres technologies plus rapidement, mais permet aussi de construire les infras qui permettent d'accéder, de mettre en prod les nouvelles technologies plus rapidement. Donc même l'adoption elle-même a une espèce de loi de Moore qui s'accélère. Donc la tendance, c'est plutôt que ça va être de plus en plus rapide et que bientôt, peut-être qu'on aura un certain nombre d'outils qui nous permettront quasiment, tu vois, là, 6 jours depuis Segment Anything, on va avoir sûrement de plus en plus d'environnements pour faire passer très 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 rapidement un papier de recherche à une expérimentation au grand public. On pourra implanter ça, on pourra implanter des nouveaux modèles dans des modèles assez généralistes qui seront déjà à la portée du grand public. Ouais, et ce qui est ultra violent, et je pense que c'est aussi propre au modèle génératif, enfin, au LLM, c'est que en fait, les gens ont sorti le modèle avant d'avoir les usages. Et en fait, enfin, c'est tellement rapide l'adoption et il y a tellement des usages que les gens ont pas anticipé et je pense que ça va devenir la norme, mais parce que Internet se construit comme ça, c'est qu'en fait, ils ouvrent une API et les gens se connectent et font leur app, quoi. Donc ça veut dire que même la personne qui sort le modèle connaît même pas les applications qu'on va avoir les gens. Donc c'est presque si c'est enfin, en gros, il y a même des gens qui peuvent attendre qu'un usage soit prêt et que dès qu'il est prêt, ils sortent et ils avancent avec, quoi. Ouais, c'est plus software as a service, vraiment intelligence as a service. Ouais, c'est des paramètres et les gens payent pour avoir accès à cette intelligence et démerder-vous avec. Les échanges qu'il peut y avoir entre différents véhicules autonomes. Quand on conduit une voiture, quand on a indiqué qu'on va à gauche, quand on n'aura que des systèmes autonomes, est-ce qu'ils vont avoir la capacité de changer entre eux, justement pour s'informer sans passer par l'observation? Ouais, alors c'est pas spécialement pour remplacer l'observation, mais ce qu'on appelle le M2M, donc le machine to machine, c'est vraiment, enfin,
Et le V2V, Vehicle to Vehicles, c'est vraiment ça, c'est vraiment de dire on va avoir des véhicules qui discutent entre eux. Il y a souvent des gros problèmes, c'est que quand il y aura que des véhicules comme ça, voilà, et si vous avez 0,01% de véhicules qui sont pas équipés, bah en fait vous êtes obligé d'avoir de l'observation. Et la transition est compliquée, mais il y a vraiment des recherches où les gens se disaient si on faisait des autoroutes avec des voies qui sont réservées aux véhicules qui ont du vehicle to vehicles, on peut réduire le taux d'accident de temps. Et donc en fait, il y a vraiment des gens qui ont réfléchi à comment le faire quoi, physiquement, parce que c'est tellement bénéfique en termes d'accident. Enfin, vous imaginez qu'il y a un accident à 3 km devant vous, au lieu que tout le monde se mette à piler et que ça crée des suraccidents, bah en fait, il y a tout le trafic qui ralentit de manière instantanée et de manière gérée, quoi. Donc ouais, c'est un autre Graal, on va dire, de plus de la partie mobilité. Et à Lyon, on a un super labo qui s'appelle Livestar qui bosse sur ces sujets-là, entre autres, et qui bosse sur la partie mobilité, infra et tout ça. Mais ouais, il y a des recherches de ce côté-là. Ouais. Mais effectivement, c'est la transition est le plus compliqué, on va dire, à gérer. Voilà. En fait, il y a des études qui prouvent qu'ils ont fait des études sur le taux de véhicules autonomes dans le parc. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a c'est sous-optimal d'avoir 50-50, par exemple. Voilà. Parce que justement, on peut pas bénéficier de ça. Il y en a déjà trop, entre guillemets, qui sont autonomes. Et donc, il y a beaucoup d'études sur justement qui, après avoir fait ce constat-là, bossent sur la transition et se disent, OK, comment on fait pour gérer cette transition, cette coopération et comment l'exploiter un max. Mais cette étape finale de 100%, ouais, elle est... La communication véhicule to véhicule, elle peut être intéressante pour compléter des informations qui ne seraient pas perceptibles par les capteurs du temps. On arrive sur une voiture roule, elle voit la route, etc. Elle arrive dans le virage, elle glisse. Il y a de l'huile sous l'eau et on voit, et ça ne se voit pas. Même un chauffeur ne le voit pas. Elle va le percevoir, elle va signaler aux autres voitures, attention, là il y a de l'huile, ça glisse. Ça c'est une valeur ajoutée sur la communication. Ouais. Et si on va plus loin, histoire de faire des buzzwords un peu, en fait, il va se poser une question de, mais du coup, une voiture, ça peut mentir. Enfin, quelqu'un peut bidouiller son système pour donner des fausses informations. Donc, ça pose des questions. Et là, vous pouvez faire rentrer la blockchain dans le vehicle to vehicles. Et là, il y a des sujets là. Mais oui, enfin, genre, les gens ont poussé la réflexion jusque-là de dire, et donc, vu que c'est du peer-to-peer entre véhicules, il y a une notion de vote et de dire, si on reprend la plaque d'huile, s'il y a 5 voitures qui ont dit qu'il y avait de l'huile différente, et ben la notion de confiance dans l'information que j'ai est suffisamment grande pour que je la considère quasiment comme si c'est moi qui l'avais perçue. Voilà. Et ça, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres. On peut faire une autre conf aussi là-dessus. Et on fera une autre conf. Ouais, c'est ça. Je prends la balle au vol. Déjà que le bâtiment a essayé de nous virer, donc on va finir par l'écouter. Il est capable de s'énerver plus que ça, le bâtiment. Les lumières passent rouges après, il se passe des choses. Il est capable de faire des choses. On a eu des événements. Alors, juste pour que vous sachiez, la personne qui parlait de Grounded Connaissance a précisé un petit peu. Apparemment, il y a des choses qui sont sorties, qui sont déjà en démo, et où on mélange justement Segment Anything avec ChatGPT ou Stable Diffusion pour aller modifier des images de façon très précise, avec une compréhension dans l'image de ce qui a changé. Ah oui. Donc apparemment, c'est lié à ça, et la personne a mis un lien vers un GitHub sur lequel il doit y avoir les démos. Je ne suis pas encore allé voir, mais donc vous l'aurez sur le Meetup, ce lien-là. Donc si vous avez envie d'aller voir, ça a l'air assez passionnant, donc n'hésitez pas. Sur ces mots, on va s'arrêter. Merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup Rémi, c'était super bien expliqué, passionnant comme d'habitude. Et si vous avez des questions pour Rémi, suivez-le sur LinkedIn. Il adorera passer énormément de temps sur les réseaux sociaux. Il adore faire ça pour vous répondre. Je sais que c'est pas vrai, donc je l'emmerde un peu. Non, au contraire. Venez poser des questions intéressantes. Voilà, c'est peut-être parce que mes réseaux sociaux sont remplis de gens qui veulent me vendre tout et n'importe quoi. En même temps, à chaque fois, ils cliquent sur toutes les pubs qu'ils voient dans la robotique, mais pas très bien dans le numérique. Je rigole évidemment. Et donc, la conférence a été filmée. Vous aurez le replay si vous voulez revenir sur certains éléments. Et sur ce, je vous dis encore merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.